Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'overthinking. Je vais essayer d'utiliser le mot en anglais le moins possible, mais malheureusement, il n'y a pas franchement de mots en français pour décrire ce phénomène de trop penser, de trop réfléchir, de cogiter, de ruminer, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du fait de penser de manière répétitive la même pensée ou de penser à une situation encore et encore et souvent, ce sont des pensées qui ne sont pas productives, souvent ce sont des choses qui sont plutôt négatives et qui nous génèrent de la préoccupation, du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude, du doute, et cetera. Et pour commencer, je voudrais vous donner un exemple que j'ai entendu sur une chaîne YouTube américaine, je crois, et qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il m'avait beaucoup parlé et je pense aussi qu'il va beaucoup vous parler, donc je vous propose de vous le partager maintenant. Imaginez que votre boss vous fait un mail en vous disant qu'il veut vous voir dans 2 jours, qu'il veut s'entretenir avec vous, mais il ne vous dit pas pourquoi. Et là, tout de suite, votre cerveau, il part en roue libre. Vous vous demandez ce que vous avez fait. Est-ce que peut-être il va vous virer? Vous repensez à toutes les choses que vous avez faites ces derniers jours, ces derniers mois, et peut-être que vous avez fait une erreur, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous retournez le problème dans tous les sens. Le soir, vous avez du mal à dormir parce que vous y pensez en boucle. Et le lendemain, vous essayez de faire votre travail, mais au final, vous avez du mal à vous concentrer parce que vous arrêtez pas d'y penser. Et l'heure, le jour fatidique arrive, vous allez à ce fameux entretien avec votre boss. Vous entrez dans son bureau, vous êtes en train de vous décomposer, vous voyez que lui-même est plutôt stressé, il vous propose de vous asseoir et là il vous dit que le manager au-dessus de vous a démissionné et il vous offre le job, il vous propose de prendre sa place. Donc vous obtenez en gros une promotion. Là, vous vous sentez hyper soulagé, vous vous dites mais pourquoi j'ai stressé pour rien? Pourquoi je me suis fait des nœuds au cerveau pendant 2 jours? En fait, tout va bien. Vous sortez de cet entretien vachement apaisé et puis tout d'un coup, vous pensez à ce nouveau job, vous pensez à cette promotion, vous commencez à vous demander est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être légitime dans ce poste? Et peut-être que je ne devrais pas accepter. Et ça repart. Vous êtes reparti dans un cycle de pensées infernales qui vous polluent l'esprit. Ça, c'est typiquement l'overthinking. Donc il y a 4 types d'overthinking et j'ai dit que j'allais pas trop utiliser ce mot, mais ça fait déjà au moins 3 ou 4 fois en 3 minutes, je suis désolée. Il y a 4 types. Il y a le fait de ruminer à propos du passé, d'être anxieux, inquiet à propos du futur, de suranalyser une décision et il y a le fait de trop cogiter dans des situations sociales du type: «Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que la personne est en train de penser de moi?» et cetera. Quand on rumine à propos du passé, on repense à quelque chose qui s'est produit, souvent quelque chose de négatif, on repense à quelque chose qu'on a dit, à quelque chose qu'on a fait, on repense constamment à des échecs qu'on a pu avoir, à des choses qui se sont mal passées, on revit des moments qui étaient embarrassants dans notre tête encore et encore. Et même si c'est quelque chose qui est dans le passé, notre cerveau continue de nous ramener des pensées là-dessus, dans le présent. C'est un peu comme si on faisait replay à chaque fois. Et ça peut être vachement fatigant. Ça, c'est le premier type d'overthinking. Le deuxième, c'est les inquiétudes qu'on peut avoir à propos du futur. J'imagine ce qui pourrait se passer dans le futur, j'imagine le pire, je me fais des scénarios catastrophes. Je me dis que demain, quand je vais devoir faire ma présentation devant tous mes collègues, je vais me ridiculiser, ça va mal se passer, je vais oublier ce que je devais dire. Je pense au futur et je me dis que à la retraite, ça va être difficile, que je vais pas avoir assez d'argent, que je vais peut-être tomber malade et plus pouvoir payer pour mes soins. Donc de cette manière-là, je vais avoir plein de pensées sur le futur, sur des choses sur lesquelles en réalité j'ai pas le contrôle, ou en tout cas pas autant que ce que je voudrais. Et même si quand j'y pense vraiment, je me rends compte que en réalité c'est peu probable que ça arrive, bah, mon cerveau il est quand même, il adore ça, donc il s'accroche à ces pensées-là, il y pense encore et encore, et je vais commencer à stresser, à avoir de l'anxiété, à avoir de la panique, etc. La troisième forme que ça peut prendre lorsqu'on pense trop, c'est lorsqu'on suranalyse une décision. J'y pense encore et encore sans que ça m'aide vraiment à faire un choix. Et puis parfois, je doute de décisions que j'ai déjà prises et je me demande: «Et si j'avais fait un autre choix? Et comment serait ma vie? Et si j'avais pris cet autre job? Et si j'avais déménagé dans telle ville?» Et je peux perdre un temps fou à penser à ce que serait ma vie. Est-ce qu'elle serait différente? Est-ce qu'elle serait mieux? Ça peut générer des regrets et puis parfois je peux m'en vouloir en me disant: «Mais là, j'aurais pas dû rester dans telle situation, j'aurais dû voir les red flags avant, j'aurais dû voir que ça n'allait pas, j'aurais pu partir avant, j'aurais gagné tellement de temps». Toutes ces pensées qui en réalité sont inutiles parce que c'est fait et qui ne m'aident pas parce que certes,
Un peu d'introspection et de réflexion, ça peut nous aider à apprendre de nos erreurs et à faire mieux la prochaine fois, mais constamment remettre en question, remettre en cause les décisions qu'on a prises, ça peut devenir une forme de torture mentale en réalité. Et puis la quatrième forme que ça peut prendre, c'est dans nos relations avec les autres. Quand je repense à des conversations que j'ai pu avoir avec les gens, je me dis que j'aurais pas dû dire ça, je passe un temps fou à penser à ce que la personne a bien pu vouloir dire en réalité. Est-ce qu'il y a peut-être un message caché derrière ce qu'elle m'a dit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a voulu dire? Et ce compliment, est-ce qu'elle le pensait vraiment? Et quand elle m'a dit ça, est-ce qu'elle le pensait vraiment ou c'est parce qu'elle était polie, etc., etc. Et puis on repense en boucle à un tel, à, je sais pas, à une collègue qui a eu un comportement qu'on n'a pas apprécié et puis ça revient en boucle dans notre tête et on se dit: «Mais pourquoi elle a fait ça?» et on se sent en colère ou frustré et cetera. Là-dedans, quand même, c'est important de rappeler que tous ces comportements, ils sont normaux. Le fait de penser, de cogiter, de se poser ces questions-là, tout le monde le fait et c'est pas un problème quand c'est de temps en temps. Par contre, ça devient un problème quand c'est trop régulier, quand c'est trop récurrent, quand c'est trop souvent, quand ça occupe énormément votre esprit parce que c'est fatigant, en fait, mentalement. Pensez à toutes ces choses que vous auriez pu faire, remettre en cause vos décisions, continuellement imaginer le pire scénario possible. Tout ça, c'est épuisant. Ça peut avoir un impact sur votre sommeil. Moi, ça a été le cas pendant longtemps avant que je travaille vraiment sur ce sujet-là, parce que mon cerveau voulait pas se taire. En réalité, j'arrivais pas à l'éteindre. Ça peut vraiment avoir un impact sur notre sommeil. Le fait de trop penser, ça impacte également le fait qu'on est présent dans le moment présent, justement. Parce que parfois, par exemple, on est tellement inquiet de ou inquiète de ce qui pourrait se passer dans le futur, qu'on n'est plus vraiment dans le moment présent, on se rend plus vraiment compte que là, maintenant, tout de suite, tout va bien et on peut avoir du mal à profiter de ce qu'on vit maintenant. On se retrouve un petit peu distrait par nos propres pensées. Et puis, quand on a cette tendance à trop penser, on a en général du mal à prendre des décisions. On pourrait avoir tendance à penser que le plus on va penser à quelque chose, le plus fort et le plus longtemps on va penser à la décision que l'on doit prendre, ça va optimiser notre prise de décision et on va faire en sorte que c'est la bonne décision. En réalité, c'est pas le cas. Le fait de suranalyser, ça devient vraiment un obstacle qui fait que c'est encore plus difficile de prendre une décision parce qu'on n'est pas dans des pensées productives en fait. On repense constamment aux mêmes choses il y a rien de nouveau qui émerge, ça tourne un peu, en boucle dans notre tête, on se fait juste des nœuds au cerveau plutôt que démêler justement le nœud dans notre cerveau et plus on y pense et plus c'est confus et plus on est inquiet, plus on pense à tout ce qui pourrait mal se passer et plus notre jugement est obscurci en fait par toutes ces pensées-là et ça devient de plus en plus difficile d'y voir clair. Et d'ailleurs, sur ce point, je vais le dire maintenant parce que c'est super important, mais trop penser à quelque chose, c'est pas la même chose que rechercher des solutions de manière saine, le fameux problem solving. C'est pas du tout la même chose. Quand on est en mode recherche de solutions, résolution de problèmes, on va penser à une situation qui est difficile quand c'est nécessaire. On va rechercher activement des solutions, des stratégies pour dépasser ça, alors que la rumination, c'est s'attarder sur un problème, y penser encore et encore, l'analyser, mais sans vraiment en tirer des solutions concrètes, sans vraiment avoir un plan d'action pour dépasser tout ça, et sans qu'on ait le sentiment à la fin d'avoir résolu le problème, ou en tout cas d'avoir une idée de comment résoudre le problème. Je vous donne un exemple et ça me vient en tête parce que, en ce moment, c'est l'été en Australie et comme l'année dernière, on a un été, je pense en tout cas, pluvieux qui s'annonce et l'année dernière, j'en avais parlé un petit peu dans un des épisodes, on a eu des inondations assez graves qui ont ravagé, certaines parties de la ville et qui ont failli ravager aussi notre appartement, mais on a eu de la chance parce qu'on est sur une toute petite pente qui nous a sauvés à quelques centimètres près. Et il y a quelques jours, je me disais: «Punaise, cette année encore, on va avoir une saison des pluies horrible. J'espère qu'on va pas de nouveau être inondés, ça va être horrible et franchement, c'est pas de chance, ça va gâcher notre été» et cetera. Donc toutes des pensées qui ont émergé et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «Mais en fait, toutes ces pensées-là, elles servent à rien. Ça m'aide absolument pas à avancer, à part m'inquiéter et me sentir mal, ça ne m'avance à rien». Et si je remplace ça, qui est donc de l'overthinking, par de la recherche de solutions, ce que j'ai essayé de faire ensuite, bah, j'ai commencé à me dire: «Bah, OK, peut-être que ça va arriver cette année. Comment je peux faire pour anticiper? Parce que clairement, l'année dernière, on n'avait rien anticipé du tout. Qu'est-ce que je peux préparer? Qu'est-ce que je peux acheter en avance? Est-ce que je peux acheter des sacs de sable? Est-ce que je peux préparer une petite réserve de nourriture si on a encore des pénuries dans les supermarchés et qu'on est coincé à la maison pendant des jours? Etc. etc. Donc là, je suis en mode, je suis en train de me faire le pire scénario, un scénario catastrophe, mais peut-être que ça va arriver. Donc, je me mets en recherche active de solutions. Et là, c'est vraiment la différence entre
overthinking est quelque chose qui soit utile et qui nous aide. Mais ça, on y reviendra ensuite. Mais je voulais quand même le préciser maintenant, parce que parfois, on peut avoir cette croyance que ben, si on pense beaucoup à quelque chose, ça va nous aider à avancer, ça va nous que c'est utile. Et en réalité, pas toujours. Il faut vraiment faire la distinction entre est-ce que cette réflexion, elle me mène quelque part ou pas. Autre conséquence négative du fait de trop penser, trop cogiter, c'est que ça devient dur, et c'est en lien avec ce qu'on disait avant, hein, en réalité, c'est que ça peut devenir compliqué d'entrer en action. Parce qu'on est tellement dans la réflexion, tellement dans nos pensées, que on va pas mettre en place des actions. Au lieu de sortir un peu de notre tête et de mettre en place les étapes nécessaires pour résoudre une situation, pour améliorer les choses, bah, je vais juste y penser encore et encore. Et puis, de toute façon, comme je doute tellement, bah, même quand j'entrevois des solutions, je me dis que peut-être que ça va pas marcher, et je me pose tellement de questions qu'au final, je suis un peu paralysée dans l'action. Et puis comme je doute, et ça c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes, comme je doute, eh ben, ça me donne une excuse pour pas entrer en action parce que je suis pas sûre. Donc c'est peut-être qu'il y a un risque. Alors qu'en fait, je peux juste douter de manière automatique parce que je fonctionne comme ça depuis longtemps et j'ai cette mauvaise habitude. Et puis le fait de trop penser, c'est aussi pas très bon pour nos relations avec les autres parce que parfois quand on se fait des nœuds au cerveau, qu'on surinterprète un peu les choses, bah, ça peut mener à des incompréhensions, à peut-être même des conflits avec les autres. On peut aussi être vachement moins présent et vachement moins engagé dans la conversation parce qu'on est tellement dans notre tête à essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait dire d'intéressant et à ce que l'autre personne pourrait penser, que finalement on n'est plus vraiment là, on écoute beaucoup moins et on a du mal à être naturel. Bon, maintenant, je vous propose qu'on passe quand même aux solutions, aux clés concrètes pour changer cette habitude. Parce que clairement, le fait de trop cogiter, le fait de trop penser, c'est une mauvaise habitude qu'on a prise. Et comme toute habitude, pour la changer, ça demande de la pratique, ça demande de répéter. Ça va pas se changer en un jour. Mais ici, je vous propose pas de la magie. Ce sont des clés qui s'appuient sur des thérapies, qui s'appuient sur des techniques dont l'efficacité a été vérifiée avec des études scientifiques. C'est ce que j'essaye de faire pour à peu près tout ce que je vous propose ici et puis aussi et bien évidemment auprès des personnes que j'accompagne. Et donc sur ce, passons aux 7 clés pour canaliser vos pensées. La première clé, c'est de remarquer que vous êtes en train de trop penser, que vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident parce que ça peut être une habitude qui est tellement ancrée qu'on se rend même plus compte, qu'on prend même plus conscience réellement de ce qu'on est en train de penser. Donc je vous invite à prêter attention à vos pensées et à identifier quand vous êtes en train de trop penser pour interrompre ce cycle infernal justement. Et ce qui peut aider, c'est de passer par vos émotions. Quand vous commencez à vous sentir anxieux ou inquiet ou voilà, peut-être que vous avez aussi des réactions physiologiques, que vous commencez à avoir les mains moites, que sais-je. Quand vous remarquez ces émotions, ces sensations, essayez de jeter un coup d'œil à vos pensées et de voir ce qui se passe là-haut. Et vous pouvez le nommer. Vous pouvez simplement vous dire: «Tiens, je suis en train de trop penser». Le fait de remarquer ça, et c'est pas toujours simple, bah, c'est la base, c'est le ticket d'entrée pour ensuite pouvoir appliquer les autres stratégies que je vais vous proposer. Et ce qui peut être utile aussi pour repérer ces moments où vous êtes trop dans votre tête, c'est de connaître quel type de situation a tendance à déclencher chez vous ces cycles de pensée-là. Est-ce que peut-être c'est, pendant votre pause du midi? Peut-être que c'est avant d'aller au lit le soir, ou quand vous êtes dans votre lit justement. Peut-être que c'est à certains endroits, quand vous êtes seul par exemple, vous commencez à avoir, toutes ces pensées qui tournent en boucle. Peut-être que c'est quand vous êtes au travail. Essayez de repérer quels sont les moments, quelles sont les situations, quels sont les endroits où vous avez cette tendance à trop cogiter, et ça va vous permettre d'anticiper et de vous préparer à repérer justement ces mécanismes de pensée et à regarder en fait simplement est-ce que vous n'êtes pas en train de trop penser? Et donc ensuite de le nommer, de me dire: «Bah, voilà, je suis en train de trop penser». Rien que le fait de le dire parfois, et vous pouvez même le dire à voix haute, mais rien que le fait de le remarquer, ça peut aider à faire pause. Ça peut aider déjà à briser ce cycle de rumination ou d'inquiétude. Deuxième clé, deuxième stratégie pour, canaliser vos pensées, c'est de leur poser des limites. De poser des limites à votre cerveau, et ça peut passer par le fait de délayer, de repousser le moment où vous allez vous inquiéter, où vous allez ruminer, ou bien carrément de planifier un moment pour ruminer ou pour vous inquiéter. C'est une stratégie que j'utilise énormément et ça fonctionne super bien, où je me dis simplement: «Bon, bah, là, c'est pas le moment, en fait». Ça sert à rien de commencer à angoisser maintenant, ou je sais pas, l'interview que j'ai à réaliser, bah, c'est dans une semaine. Je vais la préparer en avance, ça, c'est quelque chose que je peux faire, et puis je m'inquiéterai 1 heure avant.
je vais me poser et puis commencer à pouvoir stresser et puis travailler aussi à calmer justement ce stress à ce moment-là. Mais là, pour le moment, le fait de m'inquiéter, ça ne sert à rien. Je vais faire au mieux pour préparer et le reste, on verra après. Un autre exemple qui m'est arrivé cet été, où je me suis rendu compte que, en fait, c'est naturel. C'est ça aussi qui est important de réaliser, c'est que c'est naturel. Après, vous n'êtes pas obligé d'engager dans ces pensées-là, vous n'êtes pas obligé de les écouter, mais on en parlera ensuite. Par exemple, cet été, il y avait, voilà, on en parlait partout de tous les avions annulés, de ça va être, compliqué dans les aéroports et avec mon partenaire, on avait prévu de rentrer en Europe, de rentrer en France et de voyager un petit peu entre France et Espagne et donc quand j'ai entendu toutes ces informations-là, ça a commencé à m'inquiéter, ça a commencé à me stresser. J'ai commencé à me dire, «Mais oh là là, et si mon avion est annulé? Et comment on va faire? On a réservé des Airbnb pour, tout le mois. Notre itinéraire, il est déjà fait. Notre planning, il est assez serré. Si on rate un avion, on va être en galère. Puis ça va coûter hyper cher de reprendre un billet. Puis sans doute que tout va être plein». Et à un moment, je me dis: «Mais stop, stop, là, c'est juste pas le moment, ça ne sert strictement à rien de penser à tout ça. Il y a pas grand-chose que tu puisses anticiper à part acheter tous tes billets d'avion en double, ce qui est ridicule et ce que tu ne veux pas faire. Donc j'attends. Je vais attendre de recevoir un mail de la compagnie et si c'est le cas, bah, je me mettrai en action, je me mettrai en marche pour faire en sorte de trouver des solutions. Mais là, concrètement, toutes ces ruminations, enfin toutes ces inquiétudes, ça sert à rien. Donc je reporte ça à plus tard quand ce sera le bon moment, parce que là, c'est inutile, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et ça m'a énormément soulagée. Et ça, le fait de soit planifier le moment où je m'inquiéterai ou de reporter, ça m'aide énormément parce que dans ce cas-là, clairement, il ne s'est absolument rien passé. On a eu des petits décalages dans nos horaires de vol, mais en dehors de ça, tout s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé et j'aurais pu en fait m'inquiéter et me faire un sang d'encre et y penser régulièrement pendant tout le mois avant, que ça n'aurait strictement rien changé. Par contre, ça m'aurait fait traverser des émotions hyper inconfortables pour rien pendant un mois avant. Donc c'est important de mettre des limites à notre cerveau, de lui montrer qu'il y a un temps pour s'inquiéter et puis il y a un temps pour ne pas s'inquiéter. Et puis ce qui peut aider, c'est de mettre tout ça par écrit, de lâcher tout ça sur le papier, de mettre toutes vos inquiétudes, toutes vos pensées, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui revient sans cesse, pour prendre aussi un petit peu de recul par rapport à ça. Ça nous permet de voir que peut-être qu'en fait on est en train de surréagir. Et du coup, j'ai un peu spoilé ma troisième clé, ma troisième stratégie, qui est d'extérioriser. Alors ça peut être effectivement par écrit, de mettre toutes vos pensées sur le papier pour pouvoir prendre un petit peu de recul. Et puis ça permet aussi de ralentir un petit peu le flow, parce que quand ça tourne dans notre tête en boucle, ça va super vite, on pense à toute vitesse. Et le fait d'écrire, de mettre ça sur le papier, ou même de le dire à voix haute en réalité, ça permet de ralentir un peu le flot de pensée, parce que vous pouvez pas parler sans doute ou écrire aussi rapidement. Écrire, c'est encore pire. Vous pouvez pas écrire aussi rapidement que vos pensées qui fusent dans votre tête, donc ça vous permet de ralentir et puis de structurer un petit peu ce flot de pensées. Une autre stratégie pour extérioriser, eh ben, c'est d'en parler à quelqu'un pour avoir un petit peu de perspective par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous pensez. Souvent, ça aide justement à ce que l'autre personne vous dit, bah là, peut-être qu'en fait, tu suranalyses, peut-être que qu'il a pensé ça ou qu'elle a pensé ça, mais en réalité, t'en sais rien. Ça peut vous aider à gagner un petit peu de clarté, à avoir un autre point de vue. Attention cependant à ce qu'on pourrait appeler la co-rumination. C'est quand vous ruminez à 2 ou à plusieurs et que voilà, ça c'est je trouve que c'est typiquement quelque chose qui se passe au bureau, parfois en famille aussi, mais où on va, se plaindre d'un truc, on va, reparler des mêmes problèmes encore et encore, on va avoir les mêmes conversations encore et encore, on va spéculer à propos de, pourquoi la manager fait ça? Est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il va se passer? Notre boss et ci et ça et on va se focus sur des choses négatives, sur des émotions négatives qui peuvent en réalité déjà ne mener à rien et puis exacerber le problème. Donc faites attention avec qui vous en parlez et comment. Quatrième clé, c'est d'arrêter de vous battre avec vos pensées. Arrêtez d'essayer de contrôler vos pensées, de vous dire que vous pensez trop, que vous devriez arrêter d'autant penser et d'essayer parce que c'est pas possible. À part vous générer de la frustration et de l'énervement contre vous-même, ça fonctionne pas. On peut pas arrêter de penser. Notre cerveau, c'est une machine à générer des pensées. Il en génère des milliers et des milliers par jour. Par contre, vous n'êtes pas obligé de croire et d'écouter tout ce qu'elle dit. C'est pas parce que vous avez une pensée de manière récurrente, c'est pas parce qu'elle est super bruyante, c'est pas parce que elle est, effrayante que c'est vrai, qu'il faut l'écouter et que ça vous aide. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la personne qui a ces pensées-là, mais
elle n'est pas vous. En tant qu'être humain, on est capable de se placer en observateur et se séparer un peu de nos pensées et de les regarder. On est capable de se voir penser. Et donc, à partir de là, on est aussi capable de potentiellement choisir quelles pensées on garde et quelles pensées on laisse passer. C'est un peu comme si vous étiez à une station de train et que vos pensées, c'était des trains. Et que c'était une station de train ou de métro qui est super fréquentée, qu'il y a des départs de train tout le temps dans toutes les directions. Et donc, chaque train représente une pensée ou un ensemble de pensées à propos de la situation. Et vous, vous êtes sur le quai, vous voyez ces trains qui arrivent, qui repartent, et vous pouvez choisir de monter dans le train ou pas monter dans le train. Si vous avez une pensée du type je vais perdre mon job, vous pouvez monter dans le train et puis c'est parti pour un tour à base de mais qu'est-ce que je vais faire si je perds mon job et comment je vais faire pour me payer mon crédit? Est-ce que je devrais pas commencer à postuler ailleurs et à faire des CV? Et cetera, et cetera. Et donc l'angoisse monte et vous êtes parti loin à partir de cette pensée-là, parce que vous êtes monté dans ce train de pensée-là. Mais vous pouvez aussi, rester sur le quai, regarder ce train qui arrive, qui repart, parce que les pensées, c'est ça en réalité. Elles viennent, elles repartent. On n'a pas de contrôle là-dessus, pour celles en tout cas qui sont automatiques. Par contre, on a le contrôle sur est-ce que je monte dans le train et est-ce que je commence à dérouler cette pensée et avoir plein d'autres pensées à ce propos-là, ou est-ce que simplement, je regarde, je me dis: «Ah bah tiens, j'ai cette pensée-là, c'est intéressant que mon cerveau pense à ça», mais je la laisse passer, je laisse le train passer et je reste concentrée sur ce que je suis en train de faire, sur la conversation que j'ai, sur le travail que je suis en train de faire, sur, mon moment de détente et cetera. Le problème, c'est pas vos pensées. Tout le monde a ce type de pensée et c'est tout à fait normal. Le problème et ce qui, peut vous causer du tort, c'est de constamment sauter, monter dans chacun de ces trains, écouter cette pensée et partir pour un tour de d'inquiétude, de rumination et puis chaque nouvelle pensée, ça ajoute un wagon en train qui devient de plus en plus long, de plus en plus lourd. Donc arrêtez d'essayer de ne plus penser, simplement prenez conscience quand vous avez une pensée. Prenez conscience aussi que le fait qu'une pensée apparaisse, c'est pas sous votre contrôle, que vous n'avez pas le contrôle là-dessus malgré tout ce qu'on peut essayer de nous faire croire. Voilà, certaines, personnes, certains gourous du développement personnel essayent de nous faire croire, c'est faux. C'est scientifiquement faux. Par contre, vous avez le contrôle sur le fait d'écouter cette pensée et puis d'en dérouler le fil et puis d'avoir d'autres pensées à ce propos et de rentrer dans un cycle, de monter dans le train en fait. Ça, vous avez le contrôle. Donc le vrai travail, c'est d'apprendre à laisser passer nos pensées, à les laisser nous traverser. Et c'est d'ailleurs le travail que je fais dans mes accompagnements. Et ça change tout en réalité. Parce qu'on n'est plus en train de lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui est le fait que nos pensées arrivent ou pas. La cinquième clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de prendre de la distance avec vos pensées, de les challenger. Parce que comme je vous le disais avant, votre cerveau, c'est une machine à penser, mais vous n'avez pas à croire, vous n'avez pas à écouter tout ce qu'il vous dit. C'est pas parce qu'il vous répète quelque chose en boucle que c'est forcément vrai ou que ça vous aide. C'est important de vous rappeler que vos pensées, ce sont pas des faits, que c'est pas forcément réaliste et surtout que c'est pas forcément aidant. Quand par exemple, vous imaginez ce qui pourrait se passer dans le futur, ça peut vous aider pour repérer les menaces. Malheureusement, quand on entre dans ce mode de fonctionnement où on imagine le pire, on est un peu en mode tunnel, on voit que ce qui pourrait mal se passer, on imagine que le pire, sans vraiment se demander à quel point c'est probable, sans se demander quels pourraient être les scénarios alternatifs. Et pourtant, si on y pense, et je vous propose d'y penser même maintenant, si vous imaginez une fois où vous avez imaginé quelque chose que vous pensiez qui allait mal tourner, une discussion où vous aviez peur, ça y est, c'est les cacatoès. Une discussion où vous aviez peur de ce que la personne allait dire, où vous pensiez que peut-être, je sais pas, vous vouliez dire quelque chose à quelqu'un et vous aviez peur de sa réaction, vous imaginiez qu'elle allait mal réagir et puis en fait, ça s'est bien passé. Je suis sûre qu'on pourrait penser à plein de moments où on a imaginé des scénarios catastrophes et où ça s'est pas produit ou en tout cas pas aussi pire que ce qu'on imaginait. Donc je vous invite vraiment à prendre ça en considération, à prendre en compte qu'on a des distorsions cognitives qui font que notre cerveau va chercher les pires scénarios, va imaginer le pire et va pas forcément voir les autres options et à justement essayer vous-même de regarder les choses de manière objective, de regarder les preuves et puis à considérer les potentiels scénarios alternatifs. Ça peut être vraiment difficile à faire. C'est dur d'imaginer d'autres choses et c'est pour ça qu'il faut faire cet effort conscient de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, quels sont les autres scénarios possibles.
Peut-être qu'en fait, je vais réussir. Peut-être que si je demande une promotion, elle va être acceptée. Peut-être que si je dis ce que je pense à cette personne, bah, elle va le comprendre et ou en tout cas, on va pouvoir avoir une discussion et puis remettre les choses à plat et puis ça va bénéficier à la relation. Comme je vous le disais, c'est pas toujours évident et ça peut aider aussi d'en parler à quelqu'un d'autre pour justement gagner un petit peu de perspective par rapport à ça. Une autre question que je vous invite à vous poser pour prendre un petit peu de distance avec vos pensées, c'est de vous demander, est-ce qu'elles vous aident? Ces pensées-là, est-ce que ça vous rend service? Par exemple, si vous êtes dans une situation sociale, vous êtes avec des personnes et vous voulez être à l'aise, mais vous avez hyper peur d'être jugé, et donc du coup, vous arrêtez pas de vous demander si ce que vous dites c'est intéressant, si vous parlez pas trop, si la personne n'est pas en train de se dire que vous êtes pas intéressant, ou que peut-être elle a pas envie d'être là. En fait, quand vous êtes en train d'avoir toutes ces pensées-là, est-ce que ça vous aide à être à l'aise et à faire en sorte que la conversation se passe bien? Bah non. Au contraire, vous êtes plutôt gêné parce que vous avez toutes ces pensées qui vous polluent. Vous êtes gêné, vous êtes peut-être plus distant, vous participez peut-être moins à la conversation. Et donc, toutes ces pensées-là, elles ont un peu l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir. Donc, dans ces moments-là, c'est super important de vous rendre compte que toutes ces pensées, toute cette cogitation, elle n'est pas forcément utile et vous reconcentrer sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les personnes avec lesquelles vous êtes en train d'échanger, sur la conversation, sur ce qui se passe autour de vous et pas seulement dans votre tête. La sixième stratégie que je vous propose aujourd'hui, c'est maintenant de tourner vos pensées vers quelque chose qui soit utile, vers quelque chose qui soit concret. Donc, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est d'une part, vous reconcentrer sur le ici et maintenant, sur le moment présent. Et d'autre part, rechercher des solutions, plutôt qu'être, à vous faire des nœuds au cerveau sans qu'il y ait vraiment rien de concret qui émerge. Donc de vous reconnecter au moment présent, bah, c'est comme je vous le disais un petit peu avant, en réalité, tourner votre attention vers les personnes avec qui vous êtes, vers l'activité que vous êtes en train de faire et vous pouvez commencer par des toutes petites choses. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance vraiment à, trop penser pendant que je mange et du coup, je suis complètement ailleurs et je profite pas vraiment de mon repas, je suis plus là, en fait. Donc ça peut être de commencer par des choses comme ça, où vous êtes vraiment présent dans vos sensations, dans ce qu'il y a autour de vous et vous engagez vraiment avec votre environnement. Et pour ça, bah, ça demande évidemment de prendre conscience que vous êtes perdu dans vos pensées et de reprendre contact avec ce qui est autour de vous. De reprendre contact avec tout ce que vous voyez, avec ce que vous sentez, avec ce que vous entendez, avec peut-être votre respiration, avec ce qui est tangible, avec ce qui est concret. Alors certes, vos pensées, elles existent, mais en réalité, ce sont juste des informations dans votre tête. Donc, essayez de reconnecter à ce qui est ici, à ce qui est maintenant, et à vraiment pratiquer, parce que plus vous pratiquez, plus ça devient facile. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est de vous mettre en mode résolution de problème. Parce que souvent, on est en mode pourquoi? Pourquoi je pense trop? Pourquoi je manque de confiance en moi? Pourquoi c'est plus simple pour les autres que pour moi? Pourquoi toutes mes relations échouent? Pourquoi moi, je suis gênée? Pourquoi je suis autant stressée alors que pour les autres, ça a l'air facile? On se pose plein de questions, mais on se concentre sur des problèmes qui sont, grands et surtout très vagues. Et en général, ça mène seulement à de la rumination, parce que c'est pas assez spécifique et donc il y a pas forcément de réponse. Donc essayez de vous poser vraiment la question de manière spécifique et vous mettre en recherche de solutions. D'essayer d'avoir des pensées et de concentrer vos pensées vers quelque chose qui soit utile pour prendre une décision, pour planifier, pour mettre en place des actions, plutôt que d'avoir des pensées qui mènent vers plus et plus et plus de rumination. Posez-vous des questions qui soient spécifiques et auxquelles vous pouvez vraiment répondre. Imaginons que vous avez fait une erreur, par exemple au travail, que vous avez fait une erreur sur un dossier. Plutôt que vous demander pourquoi vous êtes aussi nul et est-ce que vous allez, réussir votre vie, demandez-vous: «Qu'est-ce qui a mené à cette erreur et qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour la prochaine fois? Qu'est-ce que vous pouvez faire mieux la prochaine fois?» Peut-être aussi comment vous pouvez réparer cette erreur. Donc être, vraiment dans une recherche de solutions plutôt que dans des questionnements qui sont un peu stériles finalement. Et ça paraît logique ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai remarqué que souvent on n'est pas forcément dans ce mood-là, on a tendance à avoir des pensées un petit peu abstraites et qui mènent nulle part. Donc faites vraiment attention à diriger vos pensées vers des choses qui soient utiles. Et pareil, si vous avez des pensées sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, ben, il faut simplement apprendre à lâcher prise. Et je vous renvoie à l'épisode 33 du podcast qui s'intitule Arrêter de tout vouloir contrôler et lâcher prise, qui je pense pourra vous aider. Parce que ben, clairement,
Si c'est fait, ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Et pourtant, parfois, notre cerveau continue de ruminer sur des choses qui se sont passées, qu'on a dites, alors qu'on aura beau y penser, ça changera rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est diriger notre énergie vers, et nos pensées, vers quelque chose qui soit plus utile et qui nous aide pour la suite. Et enfin, septième et dernière stratégie, que j'ai mis en dernier parce que c'est pas celle qui est à privilégier, c'est de vous distraire, de vous occuper, de penser à autre chose. Alors, je l'ai mis en dernier parce que dans certains cas, ça peut être une technique d'évitement. On va regarder Instagram de manière compulsive, on va regarder Netflix et on va pas se pencher sur les vrais problèmes. Mais de temps en temps, pour justement briser les cercles de rumination quand on se rend compte que ça ne nous mène à rien en réalité, ça peut être utile. Et donc, pour ça, ben, ce qui marche bien, c'est d'occuper vos mains, d'occuper votre corps. Ça peut être, faire un puzzle, ça peut être danser comme si personne ne vous regardait, ça peut être de faire à manger, ça peut être de faire de la broderie, qui est mon activité du moment. Ça peut être de lire, d'aller marcher dans la nature. Donc voilà, parfois, ça peut faire du bien quand vous êtes dans des cercles de rumination inutiles, de distraire un petit peu votre cerveau pour penser à autre chose, de faire des choses où vous êtes focus sur quelque chose et où vous vous faites plaisir aussi. C'est important de choisir des activités où vous vous faites plaisir. Voilà pour ces 7 clés, pour ces 7 stratégies pour canaliser un petit peu vos pensées. Je vous propose de récapituler un petit peu tout ça. La première stratégie que je vous ai proposée, c'est de remarquer et de nommer quand vous êtes dans un process, quand vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. La deuxième stratégie, c'est de vous poser des limites en planifiant ou en repoussant le moment où vous allez vous inquiéter, où vous allez ruminer. Troisième stratégie, c'est d'extérioriser, soit en parlant à quelqu'un, soit en couchant tout ça sur le papier. Quatrième stratégie, c'est d'arrêter de penser, d'arrêter d'essayer de combattre vos pensées et le fait que vous pensez trop. Cinquième stratégie, c'est de prendre de la distance avec vos pensées et de les challenger. Sixième clé, c'est de tourner vos pensées vers quelque chose qui vous soit utile, quelque chose qui soit concret. Et septième clé, c'est de vous distraire de temps à autre de toutes ces pensées qui viennent vous polluer. Comme pour toutes les habitudes, avec de la pratique, avec de la répétition, vous pouvez entraîner votre cerveau à penser différemment. Donc je vous invite à appliquer au maximum ces clés. Et je sais que malgré tous les conseils, eh ben, c'est pas toujours évident de les appliquer. Qui n'a jamais terminé un bouquin ou un podcast de développement personnel en se disant c'est génial pour au final en appliquer un dixième au mieux. Je pense qu'on est tous passés par là et c'est aussi pour ça que j'ai créé des accompagnements sur mesure parce que clairement, rien de tel pour avancer rapidement et efficacement que d'avoir quelqu'un à ses côtés pour bien cerner vos besoins et puis pour vous guider pas à pas. Donc si vous souhaitez voir comment on peut travailler ensemble, je vous propose de réserver un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes avec moi qui est offert et sans engagement, qui nous permettra d'échanger, de voir si un accompagnement est fait pour vous et puis vous pourrez décider ensuite tranquillement si vous souhaitez vous lancer ou pas. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode et puis évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram @stephbluelips, c'est STEFBLUELIPS. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à des personnes à qui il serait utile et à lui mettre des étoiles sur l'appli de podcast que vous utilisez. Merci encore d'avoir écouté cet épisode, merci pour votre fidélité. J'ai peur donc j'y vais. Je vous souhaite une belle journée et à dans 2 semaines. Ciao!